Bonjour Christian Combaz. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous avez partagé votre carrière d'écrivain entre la province française et l'étranger. Vous êtes l'auteur de très nombreux romans et essais qui ont pour cadre l'Europe centrale, dont d'ailleurs le dernier en date, qui est en fait une réédition de l'Est, de la peste et du reste. On va en parler, mais avant d'évoquer ce livre, il convient de saluer celui qui enchante finalement chaque soir les téléspectateurs de TV Liberté, tout au moins du journal télévisé, avec votre France de Campagnol. Et on n'a jamais eu l'occasion véritablement de se dire pourquoi ce nom de Campagnol. C'est un nom un peu générique, parce qu'il y a campagne dedans. Et il se trouve qu'il y a une association des maires ruraux qui s'appelle Campagnol. Ça m'avait un peu inspiré, mais surtout c'est un livre que j'ai publié en 92 dans l'indifférence absolue. Pas en 92, en 2012, dans l'indifférence absolue, puisque Hollande venait d'arriver au pouvoir. Et je parlais d'une France un peu oubliée, en tout cas en voie d'extinction au moins dans les médias. Et j'en ai même parlé au type qui a dirigé l'opinion, j'ai oublié son nom, Bétou, c'est ça, et qui m'a dit, parce qu'il dirigeait à l'époque le Figaro, et qui m'a dit c'est exactement le genre de chronique que nous ne voulons pas dans le Figaro. Donc on s'est quittés bons amis, mais quand même un peu en froid. Et donc je comprends pourquoi cette description d'une France hors la loi, en quelque sorte, ne lui convenait pas. C'est une France qui disparaît des radars. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la France périphérique, la France oubliée? Alors, la France périphérique, c'est intervenu. Le terme est intervenu chez mon propre éditeur Flammarion, 2 ou 3 ans après. Et comme moi, je n'avais pas la vertu d'être un grand sociologue universitaire, ma thèse n'a pas couru les médias. En revanche, celle de Christophe Killy, comme vous le savez, a eu un certain succès. On en est à combien d'épisodes? Est-ce que vous comptabilisez? On arrive à une année pleine, 365, dans peu de temps. Et je ferai peut-être un numéro spécial pour le 365. D'accord. Mais je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de prolonger cette réflexion en même temps observation quotidienne. Le format me convient apparemment aux gens, donc je suis content. Est-ce que vous avez le souhait d'élargir cette France de Campagnol à des questions peut-être plus internationales finalement? C'est le cas évidemment, puisque ça fait quelques numéros, une trentaine, que j'ai avoué ne pas pouvoir tourner en rond autour de la fontaine pendant des mois, et donc je fais ce que j'ai fait dans la vie, c'est-à-dire je sors de mon village pour aller voir le monde et je compare les deux. Il se trouve que pour avoir fait Sciences Po à Paris, j'ai quelques amis qui sont dans les cabinets de ministres, donc je glane des informations aussi au plus haut de l'État. En ce moment, c'est encore plus utile qu'avant. Et donc voilà, je mélange les deux. J'espère que la sauce prend. Je pense que oui, les témoignages semblent le prouver. Alors, ce Campagnol, on voit bien que c'est un village. Vous avez même dessiné, je le sais, les personnages. Vous les avez mis en scène. Mais est-ce que ça existe vraiment? Alors, ça existe vraiment. C'est compris dans un triangle Albi, Lacaune, Saint-Affrique. Vous voyez, c'est un pays du sud-ouest qui est entre Toulouse, Millau et Montpellier. C'est un jardin à jamais protégé parce qu'il n'y aura jamais de TGV ni quoi que ce soit, et en même temps c'est un conservatoire des usages anciens. Voilà. Vous voulez évoquer la France du quotidien et l'Europe du quotidien. Ceci nous amène directement à l'objet quand même du livre et de votre présence, qui pourrait être finalement ce livre, l'Europe de Campagnol, la Hongrie. Alors, la Hongrie, justement, le rapport est très étroit, on y reviendra, mais d'abord je suis parti de mon village pour aller directement à Budapest, quand j'en ai éprouvé le besoin, en 92 et 93, avec ma voiture et mon chien, parce que l'Europe était enfin ouverte complètement et que ce pays qui avait toujours suscité ma curiosité a pu l'attirer. En 2 jours, je me suis installé dans une chambre à Budapest et voilà. Voilà, vous avez vécu plusieurs mois dans la capitale maghreb. En 2 fois, mais la deuxième fois, c'était un hiver entier, 4 mois, c'est quand même beaucoup, oui. Surtout l'hiver. Surtout l'hiver, puisque la nuit tombe très tôt à Budapest. Vous avez consacré plusieurs livres à ce pays, vous en êtes véritablement amoureux de l'Hongrie. Oui, parce que c'est d'abord un souvenir d'enfance. Mon père avait un ami qui avait cet accent très particulier et qui m'avait beaucoup frappé à 10 ans, et puis ensuite j'ai connu mieux le malheur hongrois, et puis j'ai rencontré, à cause de ça notamment, à l'âge de 25 ou 30 ans, c'est une amitié un peu macronienne, un vendeur de tableaux new-yorkais et hongrois de l'émigration la plus célèbre d'après-guerre, donc qui s'appelait Tibor Denaj, et qui avait une galerie énorme, une galerie de peinture sur la 5e avenue, et qui m'a promené dans le milieu de l'art new-yorkais pendant 1 mois ou 2, et puis ensuite on s'est reçus à Paris, etc. Et puis je lui ai fait
cette flèche du part de l'obliger à revenir dans son pays à la veille de sa mort 10 ans plus tard, alors qu'il ne voulait pas y remettre les pieds parce qu'il haïssait au fond ce malheur de sa jeunesse. Et il a redécouvert ce pays, donc à l'époque moderne, en 94 aussi. Et il est mort juste après. Donc j'ai pu voir, si vous voulez, que tout son discours internationaliste du genre « c'est du passé, tout ça » avait des limites. Et les limites, c'est quand il est revenu dans son village, quand il a revu le château de ses parents, eh bien il était au bord des larmes. Il était au bord des larmes, donc il avait l'impression d'avoir trahi au bénéfice d'un internationalisme new-yorkais, mais trahi profondément, c'est-à-dire renier ce monde qu'il avait tant aimé avant 30 ans. Et le romancier que vous étiez devait être surpris parce que le château transformé en hôpital psychiatrique, c'était pour vous. Voilà, j'ai écrit beaucoup sur le sujet et c'est pas fini. J'ai quand même sillonné l'Europe centrale à ce moment-là en tant que romancier aussi beaucoup. J'avais 3 sous et une voiture et mon grand chien qui bizarrement a aidé énormément au rapport puisqu'à l'époque avoir un chien de cette taille c'était un luxe parce qu'il fallait le nourrir. Et donc voilà, j'ai quand même vécu dans ce pays de manière assez intime, assez campagnolesque. C'est-à-dire j'ai été reçu partout dans les villages. Et pas seulement à Budapest, dans les hôtels, évidemment. Et donc voilà, j'ai 1000 choses que j'ai déjà racontées, que je raconterai encore, mais pour donner un exemple, à l'époque, il y avait des pensionnats de guerre qui payaient pour la journée entière l'équivalent de 10 centimes d'euros au bain public. Aujourd'hui, à cause de la mondialisation, ils en sont chassés. D'abord, ils n'existent plus, mais je veux dire, ces pensionnats de guerre n'existent plus guère, mais s'ils voulaient y aller, ce serait 20 euros la journée et pas 10 centimes. Parce que les prix de l'international ont débarqué à Budapest. Notamment à Budapest, oui. De l'Est, de la peste et du reste a été écrit donc il y a 25 ans, il faut le préciser, et il annonçait finalement quand même ce qui arrive aujourd'hui. Il redoutait et annonçait en effet, oui. Parce que l'idée principale, nous sommes donc, je le dis bien, en 93. Les portes viennent de s'ouvrir. Les portes viennent de s'ouvrir. Et vous écrivez à un ami littérateur hongrois que vous cherchez à convaincre de faire de la Hongrie un môle de résistance à une société qu'on voit bien, celle de l'Ouest, libérale, libertaire, et qui emporte tout sur son passage, et en tout premier lieu, les identités. Donc c'est un message de mise en garde, mais aussi un message qui vise à dire conserver cette identité, cette pureté, parce que nous en aurons besoin. Il n'y a pas que ça, il y a aussi que c'est notre gagne-pain. Lui comme moi, nous sommes écrivains, donc nous sommes dans la pâte que nous pétrissons tous les jours, c'est celle de l'imaginaire de notre pays. Et c'est là que peut lever une œuvre intéressante comme celle de Mauriac, etc. Mauriac ne peut pas être un écrivain international. Donc il y a beaucoup de Mauriac en Hongrie, et il y en a encore pas mal en France, évidemment, ils n'ont plus guère la parole. Donc ce que je veux dire, je défends d'abord aussi un gagne-pain. Et puis également, cette fameuse identité est également une plateforme pour créer des choses extraordinairement nouvelles et extraordinairement universelles. La Hongrie le prouve. La Hongrie est minuscule, 10 millions d'habitants. Elle le prouve sans arrêt, elle est mondialement célèbre pour ses inventeurs, ses prix Nobel, ses mathématiciens. Donc la taille d'un pays ne fait rien à le faire. Et ce que défend Orban en ce moment, c'est la notion même d'identité, même à travers l'étroitesse du peuple en question. C'est un plaidoyer de l'Est, de la peste et du reste, c'est un plaidoyer en faveur d'une civilisation verticale qui est celle de l'humanisme et des cathédrales contre la tentation de l'horizontalité, de ceux qui voient dans l'humain qu'un produit sans morale, un être interchangeable. Est-ce que c'est vraiment une vision binaire comme celle-ci? Ben écoutez, oui, tous ceux qui veulent savoir qui ils sont regardent les étoiles et ça, ils peuvent le faire partout sur la Terre. Si pour savoir qui vous êtes obligé de regarder horizontalement, vous avez forcément une tendance à monter sur votre voisin pour savoir où vous êtes. Déjà, donc, il y a une question de hiérarchie physique. Vous voulez monter sur la crête la plus haute pour dominer tout le monde. L'universel, regardez les étoiles, c'est une sorte d'abstraction de la vie, de ce que nous faisons sur Terre, qui est extraordinairement implantée dans chaque culture. Chaque culture a une vocation, en fait, à être verticale. La vocation horizontale n'est venue que très tardivement. Ce n'est pas une vocation culturelle, c'est une vocation industrielle. L'industrie, elle, est par définition horizontale, elle ne peut pas être verticale. Elle ne pense pas du tout au sens du cosmos. Elle pense à aller sur Mars, ce qui n'est pas pareil.
Je reviens toujours à cette notion de mise en garde. Est-ce que vous considérez que ce n'est pas un peu utopique de dire à un pays qui s'ouvre au monde, eh bien finalement de ne pas trop ouvrir la porte? Vous donnez un exemple, vous dites, ben voilà, je vais dans une famille hongroise et là, pendant que je parle aux uns, eh bien les autres regardent, c'est Robocop. Hein, Robocop, c'est vraiment l'un des films les plus affreux de la Moi, je ne l'avais pas vu sous cette forme-là, mais vous vous dites, ben voilà, et ça c'est l'intrusion américaine. C'est quand même une famille où les jeunes, après le dîner, les deux garçons et la fille faisaient de la musique de chambre. Et quand le père a acheté sa télévision un peu plus grande que d'habitude et en couleur, que passe la télé hongroise ce soir-là? Robocop. Même pas la télé hongroise. C'est la télé française. La télé française, Antenne 2, c'est scandaleux d'ailleurs, entre parenthèses. Grâce au satellite, ils avaient Antenne 2 tous les soirs, ils aimaient bien le français, et ils tombent sur Robocop. Donc il n'y avait rien de pire. C'est un spectacle, Robocop. Oui, mais c'est aussi d'une cruauté invraisemblable. C'est quand même un type qu'on démembre tout vivant à coups de fusil à pompe pendant un quart d'heure au début. C'est ça qu'on envoyait au nom de la France à la Hongrie à peine ouverte. Voilà, c'est tout. L'internationalisation de la culture, c'est ça. C'est-à-dire, c'est du rien, mais diffusé partout. Ah oui, mais ça, vous êtes un écrivain, vous êtes un intellectuel, et vous avez une vue de l'esprit. La vue de l'esprit, c'est que ce monde va s'ouvrir sans que... Il y a deux sortes d'intellectuels. Mais sans ses inconvénients. Il y a deux sortes d'intellectuels. Vous avez Philippe Dian, qui va écrire ses livres à Chicago, et qui se fait passer pour un Américain. Et puis, il y a des gens comme moi, qui sont restés dans leur province, et qui ont regardé les gens pousser près des arbres, et nous avons la même légitimité que les autres. C'est simple. Vous auriez voulu quoi? Qu'est-ce que vous auriez voulu que les Hongrois fissent? Eh bien, les Hongrois sont en train de le faire. Les Hongrois sont en train, au fond, de nous prendre à notre propre piège, puisque les Hongrois vont finir par recueillir en Europe ce qu'il y a de plus recueilli, justement, de plus inventif et de plus soucieux de maintenir un équilibre. Il y a de plus en plus de retraités allemands effrayés par ce qui se passe, qui veulent s'installer en Hongrie. La Hongrie va devenir l'Irlande morale de l'Europe. C'est-à-dire, il y a une Irlande fiscale, et bien maintenant, il y a une Irlande morale, c'est la Hongrie. Ça va devenir un refuge, un conservatoire. C'est exactement ce que je prévoyais et ce que j'appelais de mes voeux. Ce que j'appelle encore de mes voeux, d'ailleurs, parce que je trouve que le Parlement hongrois est trop grand et trop spectaculaire pour ne pas donner asile à une séance culturelle ou deux une fois par an. Alors ça, parlons-en. Alors on voit bien le Parlement à Budapest, le Parlement hongrois, sa façade néo-gothique. Calqué sur Westminster. Calqué sur Westminster, très très grand. C'est sûrement le plus grand Parlement d'Europe, voire même du monde. Et là, vous dites finalement que vous y retenez une proposition en disant, puisque c'est très grand, ça devrait servir à un Parlement européen de la culture. Et là, vous l'évoquez longuement. Ouais. Et je me suis dit, on est vraiment en 1993, parce qu'en 2018, Christian Combas, qui est un anti-européen devenu acharné, n'aurait pas proposé un organisme supranational. Pas vraiment, car les organismes supranationaux de gestion de la culture européenne ont déjà ont fait l'objet de deux tentatives, dont une de l'intelligentsia française menée par Bernard-Henri Lévy, c'est vous dire combien elle est suspecte, Georges Semprin, enfin toute la bande à Mitterrand, ont essayé tardivement de fabriquer une sorte de parlement des cultures qui n'a eu aucun lendemain, mais qui était censé, au fond, fabriquer un club internationaliste, un de plus, autour de l'idée de famille européenne. On vous dit, la famille, ça n'existe pas, il y a juste un club. L'Union européenne a fait une sorte d'ersatz de Parlement culturel européen, mais là encore c'est pareil. Fondation supranationale, on s'arrange pour ne pas dégager un esprit de famille. Par exemple, le Parlement culturel européen tel qu'il existe, je crois qu'il existe à Bruxelles, un bâtiment même, il invite les cultures africaines pour échanger. Notre but, c'est pas d'échanger, c'est de rester nous-mêmes, parce qu'on est en danger. C'est ça le problème. On échangera plus tard. Vous avez même une idée très précise de la façon dont vous le feriez, comment il serait financé, qui l'accepterait, pas les élites autoproclamées. Vous avez réfléchi à ça. Une taxation, et puis bon, une taxation sur les produits culturels. Sur les produits culturels. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'un film américain ou une série sous licence australienne est importée en Europe, une partie devrait contribuer à développer nos efforts pour rester nous-mêmes. Ce qui n'est pas le cas. Donc vous pensez que s'il y a une taxe pour l'écologie, par exemple, il pourrait y avoir une taxe pour la culture? Voilà, mais je pense qu'il y a une écologie de la culture. Nous sommes en ce moment asphyxiés. Nous sommes sous ce fameux continent de plastique qui dérive dans le Pacifique Nord. Le continent de plastique, chez nous, ça va de Alexandre Jardin à Philippe Jean. Vous voyez ce que je veux dire? C'est effrayant. Il y a du rebut, quoi, en gros. Alors, qui mettons dans votre Parlement? Parce que là, vous avez une idée encore là très précise, vue de Campagnol, si j'ose dire. On peut pas prendre les élites autoproclamées, mais quelles sont-elles? Non, mais c'est-à-dire
que c'est tout simple. Vous avez un nombre effarant de petits érudits de campagne, de créateurs qui n'ont plus voix au chapitre, de peintres, de sculpteurs qui ont un véritable don, mais que les fracs et les dracs locales ont absolument éliminé du paysage. Il y a une véritable occupation d'un pays par rapport à l'autre. Il y a un pays légal, qui est le pays, par exemple, de la culture officielle, de la culture graphique officielle, qui a évacué tous ceux qui avaient du talent en dessin à l'âge de 14 ans. Et ils sont obligés, pour gagner leur vie grâce à leurs dons, d'aller faire des dessins animés en Californie. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. On aurait dû, par exemple, subventionner les portraitistes au même degré que les artistes conceptuels. Ce qui n'est pas le cas. Alors la Hongrie, pour en venir là, c'est un pays où les beaux-arts, ça existe encore. Il y a, je vous dis, en 93... la famille où j'étais, on faisait de la musique de chambre après le repas. Mais par plaisir, pas par devoir. Et je me souviens, le groupe doit exister encore, d'un groupe de Bratislava que j'avais rencontré et qui adaptait tous les tubes des Beatles en musique baroque au violoncelle. Mais c'était admirable. Ils avaient repris All You Need Is Love genre Buxtehude. Vous voyez, et donc, et naturellement, c'est-à-dire qu'en gros, autrefois, la culture, la vraie, digérait la modernité. Aujourd'hui, c'est le contraire. La modernité essaie de digérer la culture. Ce qui m'a surpris aussi dans l'ouvrage, je vais tout vous dire, c'est que moi, je connais bien maintenant. Je vous sais combatif. Et pourtant, là, vous définissez l'étape de la résistance. Et vous dites, pas du tout, révoltez-vous. Ça, c'est pas votre propos. Vous dites, nous ne sommes pas les plus forts, il faudra recourir à la ruse. Oui. Vous ajoutez même, il conviendra d'appliquer la philosophie gandhienne de la non-violence active. Ça, c'est pas véritablement Campagnol. Campagnol n'est pas vraiment violent. Campagnol est ironique. Donc l'ironie n'est jamais violente. Justement, l'ironie intervient quand on a épuisé les ressources de la violence. Là, en l'occurrence, c'est tout ce qui nous reste. L'ironie, c'est-à-dire que heureusement, nous qui sommes cultivés, au sens cultivé, je ne parle pas d'érudition, là, je parle de culture véritable. C'est-à-dire quand on sait un peu dessiner, quand on sait apprécier une belle œuvre et qu'on n'en parle pas forcément dans Télérama, on est cultivé. Eh bien, les gens cultivés, aujourd'hui, ont tendance à s'entendre entre eux. Quand ils entendent parler d'un groupe de rap, ils se regardent et ils disent, voilà, on sait ce qu'on doit en penser, ce qu'on en pense, et on se verra plus tard. Donc il y a une partie de la France, de l'Europe, qui sait ce qu'on en pense, et on se le dira plus tard. Plus tard, c'est-à-dire à la libération, sans doute. J'évoquais 2018, bien évidemment, on l'a fait incidemment autour de cette discussion. Vous appelez de vos voeux le soutien de la Hongrie pour un renouveau intellectuel et moral, finalement, de l'Europe de l'Ouest. C'est en cours. C'est assez c'est amusant. C'est un point de vue rêvé. Non, justement, non. Là, je me romancier qui se laisse emporter. Je me permets de m'adresser à ceux qui nous écoutent directement. La Hongrie, en ce moment, est en train de faire quelque chose de remarquable, de très stratégique. Un tiers du territoire de la population hongroise est hors territoire, parce que nous l'avons décidé après la guerre de 14, nous les avons chassés dans les pays voisins. Plus exactement, nous avons déplacé les frontières autour d'eux. Ces gens-là ont hâte de revenir à la maison mère. Donc ils vont faire voler l'Europe centrale en éclats. Au nom de quoi? Eh bien, pas au nom de la production industrielle, au nom de la culture précisément. De la langue qui, par bonheur pour les Hongrois, n'est pas une espèce de patois. La langue hongroise est une langue extraordinairement structurée. Il y a 23 cas et 3 genres. C'est impossible à apprendre après l'âge de 10 ans. Cette langue fédère tous les Hongrois hungarisants autour des frontières actuelles, et Orban joue sur du velours. Quand il dit « je donne une nationalité fictive, mais réelle quand même, à mes compatriotes, mes anciens compatriotes », il voit bien que la nationalité, c'est hors frontières. Plus exactement, c'est les frontières d'avant, celles qui avaient été constituées par l'expérience. Les frontières d'aujourd'hui n'ont pas été constituées par l'expérience, elles ont été imposées par le maître ruban. C'est pas pareil. Vous dénoncez une Hongrie capable d'être rapidement américanisée comme l'Europe de l'Ouest. Bon, voilà. Ah, elle l'est. Malgré Orban, c'est le cas. Elle l'est, mais alors si vous voulez... Vous allez à Budapest, je vais à Budapest. Oui, c'est une capitale européenne mondialisée. C'est vrai. En cours. C'est vrai, mais en même temps, c'est une famille. Le fait qu'ils aient une langue très particulière, ils ont un esprit très particulier. On pourrait parler de la génétique. Ils ont un passé génétique commun. Ça se sent, leur rapport aux mathématiques est invraisemblable, à la programmation des ordinateurs, à la littérature, à la poésie, à la métrique, à la musique. Ce sont des gens absolument inassimilables à leurs voisins, par exemple roumains. Ils ne sont pas pareils. Donc s'ils ne sont pas pareils, laissons-les vivre ensemble et laissons-les nous montrer ce qu'ils ont d'unique.
c'est-à-dire d'irréductible à la mythologie californienne. Et ben, au fond, pour la France, on n'en demande pas davantage. Hein. Est-ce que vous pensez que Soros peut gagner en Hongrie? Ah non, non, parce que, enfin, la seule méthode par laquelle Soros pourrait gagner, c'est les méthodes qui sont employées en ce moment par la coalition en Syrie, c'est-à-dire le mensonge, c'est-à-dire si on fait un montage qui tend à prouver qu'il y a un complot d'extrême droite destiné à écraser le peuple et dont Orban est l'âme, et qu'on produit des fausses preuves, évidemment, on peut s'arranger pour retourner une opinion internationale, mais ça va être difficile quand même. Je crois que les gens ont compris que la machine américaine otanesque est devenue une machine à la fois féroce, sournoise, souterraine. Et ça, les Hongrois connaissent, ils ont déjà résisté plusieurs fois à des machines féroces et souterraines. De l'Est, de la peste et du reste. J'ai une dernière question quand même. Est-ce que vous avez la tentation de Budapest, comme on a la tentation de Venise? Est-ce que finalement l'avenir de Christian Combaz, après encore beaucoup de livres, ça sera d'aller se réfugier à Campagnol? Non, ou est-ce que ça sera prendre à nouveau son chien, qu'il a toujours, sa moto à la place de la voiture? Non, d'abord, je commence à devenir un peu vieux et je commence à ressembler, vous savez, à ces statues qu'il y a au fronton des conservatoires là-bas, avant qu'ils ne deviennent des music centers. Parce que le problème, en fait, c'est que le hongrois est aussi assez ambigu, comme mon ami Tibor. Ils sont internationalistes par nature, puisque leur pays est très petit et qu'ils ont dû, pour vivre, aller dans le monde. Mais ils n'aspirent qu'à une chose, c'est à rester eux-mêmes. Et c'est là que se situe l'avenir. On n'a jamais dit qu'il fallait mettre en cause le système, le commerce international. On a dit que, au nom du commerce international, le droit de venir planter sa tente chez les autres, et donc les chasser, devrait être limité. Ce qui n'est pas du tout ce qui se passe en ce moment. Regardez les prix à Paris. Pourquoi ça monte? Personne ne le dit. Ça monte parce que les élites de la planète entière veulent un appartement dans le Marais. C'est pour ça que ça monte. Voilà. Alors, ce sont des choses dont je parle également dans un petit livre qui reparaît prochainement. Et auquel je consacre 2 ou 3 chapitres hongrois à la fin, et qui s'appelle Portrait de Marianne avec un poignard dans le dos, parce que le poignard que Marianne a planté dans le dos et celui qui est planté en ce moment, qu'on essaie de planter dans le dos de la Hongrie, c'est le même. C'est le même principe, c'est les mêmes forces qui sont à l'œuvre. Ce sont des forces qui essaient d'arracher au pays leur cœur, leur corps. Alors, la Hongrie a lutté contre ce danger mortel par le biais de l'immigration, mais on comprend pourquoi. 10 millions d'habitants, si vous laissez ne fût-ce que 500 000 immigrants influents débarquer dans un peuple de 10 millions, ça y est, le verre est dans le fruit, c'est fini. Vous ne pouvez plus... en plus, vous avez les fondations américaines sur le dos immédiatement qui disent qu'il y a discrimination ici. Donc vous ne pouvez plus rester vous-même là où vous êtes né si vous laissez entrer trop de gens qui réclament leurs droits partout. Parfait, mais vous ne m'avez toujours pas répondu. Pardon. Où est-ce que votre moto et votre chien vous mèneront dans Alors, à moins que vous ne vouliez pas réfléchir à cette question-là. Il est évident que... À TV Liberté pour l'instant. La Hongrie a évidemment une vocation à devenir une sorte de conservatoire. Le problème, c'est que je crains qu'il y ait un problème frontalier assez vite. C'est-à-dire que comme le schéma que je vois, c'est que la Hongrie va devenir prospère, elle l'est déjà, mais elle va devenir un peu plus prospère parce qu'elle va devenir un refuge. Ce refuge va devenir enviable comme l'est l'Irlande aujourd'hui. Ce refuge enviable va donc faire envie aux Hongrois de l'exil, qui vont essayer de revenir de Transylvanie, de Roumanie, etc., pour essayer de se réunir à leurs frères. D'où tentation de remettre en cause les frontières au bénéfice d'une grande Hongrie. Donc on est parti là vers des problèmes. Alors je pense que la Russie aura à cœur évidemment d'encourager ce mouvement, puisque c'est un mouvement qui résiste à l'OTAN. Donc c'est là qu'on va. Et donc il est évident que Budapest va devenir le lieu où les intellectuels de l'Europe occidentale vont venir s'affronter, probablement, devant les caméras, devant le Parlement, à la télé hongroise, parce que c'est là qu'a lieu le débat européen. C'est plus du tout à Bruxelles. De l'Est, de la peste et du reste. Et puis pour le reste, eh bien, nous nous retrouvons tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sur le journal télévisé de TV Liberté. Et puis le samedi, eh bien, c'est la compilation des 5 émissions que l'on retrouve sur le site de tvliberté.com. Merci Christian Combaz.